Da. Euh, je vais vous présenter cette question de la liaison entre les systèmes SWIFT et le... Alors, la rupture de l'accès à la plateforme SWIFT pour la Russie date de mars 2022 et a été instaurée comme une réponse à l'opération spéciale russe pour pénaliser l'économie russe et ses partenaires, essentiellement ses partenaires des BRICS qui étaient visés. Donc il y avait de la part de l'Occident une volonté affichée d'isolement de la Russie par ce moyen, un isolement monétaire. La fragmentation des systèmes de paiement devait provoquer l'effondrement des relations économiques de la Russie et donc son effondrement économique et sa défaite militaire. Qu'avons-nous comme résultat 3 ans après? Ce résultat espéré par l'Occident n'a pas été atteint, en dépit de la fragmentation des espaces monétaires qui a pu avoir lieu. Au contraire, l'économie russe devient quasiment exemplaire d'une capacité de résilience à laquelle nombre de pays aspirent. Donc l'isolement espéré par l'Occident a été raté. Dans la contribution que je vous fais là, c'est cette question de la fragmentation des systèmes monétaires contemporains que je vais traiter. Alors, d'une part, dans un premier temps, rapidement, je vais en identifier les causes, tracer un peu l'état des lieux concrets et en examiner les perspectives qui rendent compte, on va le voir très rapidement, des enjeux géopolitiques. À cette étape, on doit se rendre compte d'un fait. La réalité impose un constat qui a longtemps été omis dans notre discipline d'économie, c'est que l'économie ne peut pas être déconnectée des rapports de force géopolitiques. La logique que les économistes comme Tversky et Kahneman ont mis en évidence il y a plusieurs années doit être ici soulignée comme un élément d'explication clé des phénomènes. L'importance des mentalités comme déterminant de la décision économique est présente à tous les niveaux, du micro au macro. On ne peut donc plus écarter dans l'analyse économique et monétaire les dynamiques géopolitiques. Et dans le sujet que je traite ici, ces dynamiques se donnent à voir très nettement dans la période contemporaine. Donc la réflexion sur les systèmes de paiement actuels se situe au cœur, je pourrais dire que ça se situe au cœur de l'innovation financière. Et ce moment signe en particulier la fin d'un monopole sur les transactions financières orchestrées par l'Occident. Donc j'aborde ainsi quelques pistes de conclusion, déjà pour situer le contexte. Donc, dans un premier temps, je traite de la fragmentation des systèmes de paiement. Alors, dans cette première partie sur la fragmentation, revenons sur les causes. On peut remonter aux crises des années, à partir de la crise de 2008 qui a frappé énormément les esprits, et ça Jacques l'a souligné dans ses travaux les plus récents, parce qu'elle a témoigné d'une perte d'efficacité des systèmes financiers occidentaux à gérer des aléas. Donc ça a été le premier moment, une des causes du recul qu'ont pu prendre certains pays sur un état de fait du fonctionnement du système des paiements et du système financier. Ensuite, bien sûr, les sanctions qui ont été conjointes avec ce qu'on peut appeler des violations des règles implicites du fonctionnement des systèmes financiers, tout particulièrement la captation des réserves russes, qui a marqué les esprits dans nombre de pays du monde. Ce phénomène a mis l'accent sur le double standard politique qui avait cours. Et donc, cette étape
a rajouté un cran dans la perte de confiance dans l'ordre financier occidental. Les inefficacités face aux crises, plus la politisation du monopole monétaire, ont signé cette perte de confiance globale dans les autorités monétaires internationales soumises aux décisions politiques de l'OTAN. Je parle de l'OTAN pour faire court, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Un monde occidental géré par une domination américaine et anglo-saxonne. Et ces phénomènes ont accéléré des recherches d'alternatives comme réponse viable. On a eu des coopérations, en particulier au sein des BRICS et des BRICS+, qui officiellement ont développé une réflexion sur des alternatives au système de paiement. Peut-être que ces pays, dans un environnement plus apaisé, n'auraient pas si vite réfléchi à ce genre de thème. Donc, le processus dynamique a été enclenché et disons que son principe de fonctionnement, il est au cœur de l'innovation financière, puisqu'en effet, les mécanismes d'innovation financière se développent intensément quand ils sont confrontés à des contraintes ou à des difficultés qu'ils doivent être contournés pour retrouver un fonctionnement normal ou meilleur. Donc là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on était au cœur de l'innovation financière dans ce thème. Alors bien sûr, les réponses peuvent être multiples. On a des phénomènes de tâtonnement, d'hésitation. On voit que dans les solutions qui sont mises en place, il y a la combinaison de plusieurs modes de fonctionnement. On a des éléments qui font appel au fonctionnement des systèmes de paiement traditionnels entre les banques, avec les comptes de correspondants, et puis aussi des mécanismes que je dirais plus modernes, avec l'utilisation de crypto, dont hier on a parlé du développement. Nos collègues nous ont exposé les développements et les risques même de l'utilisation de ces nouveaux instruments monétaires. La question de la coordination de tous ces modes de fonctionnement est un enjeu clé de la fluidité du système de paiement et donc de son rôle dans les échanges économiques. Donc la question de la participation aux nouveaux systèmes qui se mettent en place est bien celle de la création d'interfaces entre le système SWIFT, pour faire court, et le système non SWIFT. Il y a des recherches de coopération qui ne sont pas toujours officielles, mais qui peuvent être attestées par des séries de rencontres qui ont lieu au sein des pôles monétaires et financiers du monde. En particulier, les représentants de la Banque centrale européenne, depuis à peu près un an, voyagent énormément. Ils voyagent précisément dans les pays des BRICS qui sont en train de mettre en place des systèmes hors de SWIFT de façon généralisée. Vous avez des réunions qui se tiennent tant en Chine qu'en Inde, en ce moment à Abu Dhabi, qui témoignent de ces rencontres. Et même si les médias et les politiques ne nous en parlent pas, vous avez donc cet objet important qui est de conserver des liens au sein de l'ensemble du système de paiement mondial. Donc ceci, il me semble que c'est très important de le souligner, même si ça va en l'encontre de l'image que voudrait donner l'Occident de se détacher et de ne pas évoquer ce qui se passe au sein des BRICS. Donc, ces relations qui sont présentes, qui sont entretenues, font fi des effets de politique. Et l'économie monétaire doit avoir, d'une certaine manière, le dernier mot pour maintenir viable le système général des paiements. Et ça, je crois que c'est une conscience raisonnable des économistes qui y participent. Alors,
Dans un deuxième moment, je voudrais vous parler de l'état des lieux concrets de la situation. À la fois, cette situation, on vient déjà de le souligner, elle comporte des défis politiques, mais aussi la mise en œuvre de relations pragmatiques. Alors, vous savez bien que les défis politiques en Occident s'appuient sur, on pourrait les qualifier de dissonance cognitive, et qu'il s'agit aussi d'intimider des acteurs, voire même d'exercer une force de coercition pour justement leur éviter de rentrer en relation avec le monde russe et le monde des BRICS. On a un dictat médiatique sur ce qui est bien et sur ce qui est mal, au moins symboliquement en Occident. Il me semble que tous ces mécanismes reviennent à une forme de recherche de gagner du temps, nier le réel le plus longtemps possible pour que les acteurs s'auto-limitent dans les relations économiques mondiales et dans leur comportement économique. Puisqu'il, pour adhérer à l'idéologie des sanctions, c'est bien ce blocage des relations qui est clé du succès de la dynamique des sanctions. Les acteurs se disent, les acteurs de ces sanctions disent, ça profitera un jour à nos ambitions. Le problème, mais quand? Pour l'instant, le constat est bien celui d'un sacrifice économique au nom de l'idéologie et de valeurs qui semblent nous être mis en avant comme étant européennes. Mais si c'est des valeurs de non-économie, on a du mal à comprendre. Enfin, au bout d'un moment, les questions se posent. Et l'idée du principe de la servitude volontaire fait son chemin. L'économie européenne est la première à s'y décomposer au profit d'acteurs capables disons, de gruger les sanctions, de les tromper, de falsifier et surtout d'imposer, je dirais légalement, des mécanismes d'exclusion. Et là, les États-Unis sont particulièrement efficaces en la matière. Ils poursuivent eux-mêmes des relations économiques avec la Russie et des échanges qui ne sont pas négligeables. Dans ce schéma, la désinformation est la clé du mécanisme et en Europe et en France tout particulièrement, puisque on est même dans des débats sur la censure effective, parce que la France veut être le bon élève de l'Union européenne et des pays qui sanctionnent. Disons que cette volonté a fait son chemin depuis nombre d'années et maintenant se donne à voir de façon vraiment presque grotesque, je dirais. Il y a un excès qui rend peu crédible ce mécanisme. C'est vrai aussi que les économistes qui ont cours dans officiellement en Occident, ont fourni le maximum d'éléments pour cette manipulation en falsifiant le réel, en particulier en falsifiant le réel sur les perspectives économiques de l'économie russe. D'une certaine manière, moi, je les juge comme des semi-criminels parce qu'ils sont cause de destruction et de mort qui ont été provoqués par leur interprétation mensongère. Je ne sais pas s'il y aura un tribunal de Nuremberg un jour pour eux, mais je crois que quand même, on est allé bien loin dans le mensonge. Donc, on a ces expériences de terrain qui témoignent des contournements usuels à apporter des utilisateurs, cette pratique du mensonge, et au-delà de l'intimidation, le réel de l'économie et les transferts financiers réels s'imposent. Le pragmatisme et la pratique vont se jouer de l'idéologie qui manipulatrice. Et c'est bien le résultat que l'on obtient. Ainsi, le fractionnement du monde semble à cette étape plus intellectuel que formel. Dans la pratique, en fait, il n'est pas si effectif, ce fractionnement. Et là encore, l'expérience de terrain à laquelle on doit revenir est vraiment édifiante.
La pratique quotidienne des échanges en témoigne et c'est sur ce point que je vais revenir. J'ai choisi d'évoquer un exemple qui me semble édifiant, tant il est inconcevable, cognitivement inconcevable du point de vue à la fois légal et du point de vue d'un observateur occidental, suivant le principe qui est établi dans le cadre des sanctions. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme, mais j'en signale les grandes lignes. C'est une plateforme qui s'appelle le système CoronaPaid. Alors, les éléments descriptifs, c'est un système qui permet des transferts de monnaie et ça fonctionne de façon très courante entre le SWIFT et le non-SWIFT à l'heure actuelle, contrairement à toutes les idées qui pourraient être reçues. Et les évolutions sont très intenses. Les participants à ce système l'utilisent très facilement. Les transferts sont quasi instantanés. Et ce qui est assez marquant, c'est qu'entre le moment où je me suis intéressée à cette plateforme, il y a à peu près 2 mois, parce que ma fille Pauline a eu l'occasion de l'utiliser à bien des égards, entre l'Ouzbékistan, les États-Unis, la France, la Russie. Voilà, donc techniquement, on a pu faire des tests. Mais entre ces 2 moments et maintenant, il y a de nouveaux pays qui ont adopté la pratique de cette plateforme, et pas des moindres. Alors déjà, ce qui m'avait étonné dans la liste des pays qui étaient dans ce mode de fonctionnement de ce système d'échange monétaire, il y avait bien sûr des pays qui appartenaient aux BRICS ou des pays partenaires des BRICS, mais il y avait que je m'y suis intéressée, j'avais noté la présence de la Grèce et de Chypre. Économiquement, vu les dommages que ces pays ont suivis dans l'ordre monétaire, on peut comprendre leur intérêt rapide pour ce système. Maintenant, la liste est beaucoup plus longue. Vous avez par exemple dans les nouveaux venus la Bulgarie, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, la Moldavie, la Russie, la France et la République tchèque. Donc c'est vraiment une plateforme très active au cœur des liaisons entre ces 2 mondes, SWIFT et non-SWIFT. Donc cette plateforme, en fait, elle systématise les principes de schémas manuels pour passer du SWIFT ou du non-SWIFT. Parce que ces schémas existaient déjà. Avant même de faire appel à ce genre de plateforme qui les systématise, il suffisait d'avoir 3 comptes nominatifs dans 3 pays, un pays en SWIFT, un pays non-SWIFT et un 3e pays qui était sur les 2 systèmes. Donc, vous comprenez très bien la manipulation, mais il fallait dans ce cas avoir des comptes bancaires actifs. Et ce n'est pas toujours évident d'ouvrir des comptes dans tous les pays. Par l'intermédiaire de ces plateformes comme Corona, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte dans chacun de ces pays. Et vous pouvez faire des transferts qui sont, mais vraiment pour avoir testé, instantanés entre la passation de l'ordre sur un simple téléphone portable et la réception des fonds dans le pays à destination finale. Donc, ceci est important parce que je pense que dans le fonctionnement, le cœur du fonctionnement, il doit y avoir des mécanismes qui sont liés aux cryptos, donc du type de ceux qu'on nous a parlé hier. Alors, maintenant, j'aborderai ma 3e partie de cette présentation sur les perspectives dynamiques. En quoi les pratiques que l'on vient d'évoquer, que ce soit des pratiques que j'ai qualifiées de manuelles ou que ce soit des pratiques liées à des plateformes, inspirent les modes de paiement qui vont se généraliser au sein des BRICS et de leurs partenaires. D'abord, tout ce monde crée une habitude. C'est-à-dire que les acteurs économiques ont l'habitude, malgré
tous les récits qui sont faits dans la presse, dans les menaces, dans la politique, etc., de fonctionner quand même sur tous les systèmes de paiement. Donc on est bien au-delà des mécanismes de sanctions qui sont plus symboliques qu'effectifs. Et le pragmatisme a vraiment son dernier mot. D'une certaine manière, on peut dire qu'on est à la fin du mécanisme d'intimidation et aussi du statu quo d'un monde inertiel. Les choses se construisent au-delà des faux semblants et des symboles qui n'ont plus cours. Je crois aussi que le mécanisme du discrédit du système financier occidental est croissant aussi dans ce contexte. Et on a en même temps cette perte de confiance qui est accusée et les risques de ce qu'on peut réappeler des crises de valorisation. Alors là, il me semble aussi qu'en ce moment, il y a des phénomènes sur les marchés financiers qui vont dans ce sens de façon assez radicale. Si on regarde les résultats récents de l'introduction de l'homologue chinois de ChatGPT sur le marché global, là, on voit bien que les écarts entre les performances et le coût de mise en production ou de fonctionnement de ces systèmes sont 30 fois moins importants que les homologues occidentaux. Donc, on a un peu l'impression que le monde des BRICS arrive à faire plus en coûtant moins. Et il me semble que ceci, c'est vraiment l'équation destructrice de la suprématie occidentale dans l'ordre financier qui se donne à voir. Perte d'efficacité et coût excessivement élevé, coût astronomique, qui sous-tend peut-être du gaspillage, de la rente captée et peut-être aussi de la corruption à une méga échelle. La question, les observateurs de nombreux pays peuvent se la poser maintenant de façon ouvertement. Ce principe de questionnement sur l'efficacité et le gaspillage dans l'ordre financier international, vous pouvez aussi le mettre en œuvre sur l'ordre militaire, donc la finance aussi, peut-être aussi la biomédecine et plus encore. C'est tous les secteurs qui subissent cette remise en cause. Et disons que cet état d'esprit, cet état des mentalités va rendre le contexte favorable à la perte d'hégémonie de tout ce système qui était monopoliste avec SWIFT. Donc, on peut, à cette étape aussi, et peut-être pour les années, s'interroger sur comment trouver des mesures pour mesurer dans le réel, pour comparer les transactions et l'évolution des transactions entre l'or SWIFT et le SWIFT. Donc là, c'est un thème que je vous propose de suivre dans peut-être nos prochains séminaires. Et je vais rapidement conclure à propos de ce que, pour moi, je peux qualifier de révolution du monde SWIFT et qui est dynamisé par le panorama géopolitique. Mon analyse est que les organisations du système SWIFT, qui sont au cœur du fonctionnement aussi des systèmes monétaires et financiers occidentaux, comme le FMI, j'ai parlé tout à l'heure de la BCE aussi. En fait, ces organisations vont s'efforcer de rester dans le jeu pour éviter ne serait-ce que leur déclassement professionnel. Et pour ce faire, elles vont intensifier les liaisons. Et on le voit déjà dans tous les séminaires qui ont lieu dans le monde et qui met en place ces relations, même si ce n'est pas des choses très officielles. Il me semble qu'une course est en cours dans ces mécanismes avant que l'unité comptable des BRICS soit totalement opérationnelle. Plus les organisations traditionnelles arriveront à rester dans le jeu avant que tout soit mis en place dans les BRICS,
mieux ce sera pour établir ces liaisons opérationnelles. Maintenant, certains s'interrogent si le réveil des États-Unis arrivera-t-il à ralentir cette course, ou est-ce que la dynamique est déjà à un point d'irréversibilité qui fait que on peut faire semblant de vouloir mettre des taux, des taxes douanières à 100%, leur applicabilité est impossible et ça ne ralentira pas le processus. Donc, je vous laisse ce thème à la réflexion et aux questions peut-être. Et je termine ma présentation en vous remerciant de m'avoir écouté. Merci encore. Merci beaucoup, Hélène. Merci pour cette intervention qui se termine avec une ouverture qui invite à la discussion. J'ai quelques questions, mais je vais peut-être proposer d'abord la possibilité à poser des questions à ceux qui nous écoutent en ligne. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour Hélène, merci beaucoup pour cette intervention qui était extrêmement intéressante et qui pose énormément de problèmes. Je voudrais juste te demander comment tu perçois dans le cadre de la naissance d'une plateforme qui pourrait à terme remplacer la plateforme SWIFT, comment tu perçois les critiques qui sont aujourd'hui portées sur le fonctionnement même de SWIFT par toute une série d'acteurs, y compris des acteurs occidentaux. Et c'est très important. On reproche à SWIFT d'être moins sécurisé que les plateformes modernes, qui existent d'ailleurs à petit niveau, mais qui existent déjà, et d'être souvent moins rapide qu'elles. Est-ce que le remplacement de SWIFT n'est pas possible dans le cadre de l'utilisation de nouvelles technologies? Alors, merci Jacques pour cette question qui, à mon sens, va tout à fait dans l'évolution des mentalités les acteurs se rendent compte que l'alternative doit avoir lieu, ou du moins la pluralité doit avoir lieu, et donc ils justifient certaines méfiances vis-à-vis de SWIFT pour accepter l'altérité. Donc je pense que c'est un processus, voilà, jusqu'à présent, on avait un peu fermé les yeux. Et puis maintenant, finalement, c'est pas si bien que ça. On pourrait faire mieux. La technologie a évolué. Il y a d'autres demandes. On pourrait inclure beaucoup plus de choses. Donc, à mon avis, c'est un processus qui signale bien la transition des mentalités et le fait que les organisations internationales, dans le fond, veulent jouer le jeu de cette altérité. Et du progrès, dans le fond. Oui, on est au cœur de l'innovation financière parce que c'est bien ça. Quand il y a des contraintes ou il y a des limitations, et là, ils évoquent quoi? Des limitations technologiques de SWIFT. C'est moins sécurisé, on pourrait faire mieux, ça pourrait aller plus vite. Donc, on a des contraintes qui sont technologiques et finalement, on a des portes ouvertes vers un monde où on pourrait lever ces contraintes. Donc là aussi, la justification de l'innovation financière, on la trouve au cœur le fait de réaliser qu'il y a ces contraintes. Donc, je pense que c'est un processus naturel en finance et plus ça se passera de façon logique comme ça, mieux ce sera. Moi, je vois vraiment d'un très bon œil que les instances internationales discutent avec les BRICS en ce moment. Alors, politiquement, c'est un peu difficile de le mettre en avant, mais pour moi, ça veut dire que il y a quand même à la tête des instances monétaires des gens qui réfléchissent, quoi. C'est plutôt positif. Voilà, donc et il me semble aussi que même les plateformes privées, hein, comme celle que j'évoquais tout à l'heure, en fait, il faudrait peut-être gratter à l'intérieur pour pouvoir rencontrer des gens qui font fonctionner et non pas uniquement que des utilisateurs. Mais il me semble qu'il y a déjà
le mélange de relations bancaires traditionnelles et de relations avec les cryptos, quoi. Il y a déjà ça, c'est déjà... Sinon, ce serait pas possible d'aller aussi vite. Et enfin, pour moi, la rapidité est un critère que les cryptos y sont, quoi. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, Jacques, mais... Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. Est-ce qu'on a d'autres questions? Dimitri. Merci beaucoup, Hélène. Votre intervention a été, comme toujours, très intéressante, très riche, et c'était un plaisir de vous voir encore une fois sur l'écran. Alors, j'ai deux petites questions en fait. La première est la suivante. Est-ce qu'on peut considérer la naissance de nouvelles plateformes comme une sorte de réponse du business international aux politiques internationales? Alors, je pense que les nouvelles plateformes dans les relations internationales, il y a cet effet. Je ne pense pas que pour l'instant, les autorités européennes ou américaines vont tout de suite reconnaître cette intermodalité. Mais je crois que la question de Jacques nous indiquait un peu la voie de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'ils vont dire que peut-être si on a une position plus élargie, il faudrait... Voilà, je pense qu'il y a progressivement, il y aura comme un tâtonnement, au moins pour une acceptation générale. Maintenant, je pense que c'est très important que ces plateformes se développent pour pouvoir maintenir des relations internationales fluides, efficaces et qu'on puisse les développer. Malgré tout, malgré les éternoiements des sanctions, des contraintes, etc., il y a quand même les échanges internationaux qui maintiennent un niveau voilà, l'isolement des pays ne marche pas. Voilà, donc je ne sais pas si je réponds vraiment à la question de Dima, mais il me semble que on peut pas avoir tout de suite, parce que les pays vont pas avoir le courage de se déjuger et d'accepter aussi facilement qu'ils n'ont pas réussi à isoler le monde qu'ils voulaient isoler. Mais on va avoir un discours plus sur le progressisme de nouvelles technologies, de nouveaux modes, et donc et Swift va s'adapter comme étant un des maillons, alors qu'avant c'était le seul maillon. Voilà. Merci. J'ai une autre petite question. Vous avez dit que vous avez utilisé vous-même, vous avez une expérience personnelle d'utilisation de cette plateforme pour transfert d'argent entre différents pays, y compris un des pays qui est sous sanction. Alors, à votre avis, est-ce que des entreprises assez grandes pourraient utiliser ce type de plateforme pour payer pour voilà, Intéressant que j'ai pas développé, c'est qu'en fait, dans ces plateformes, je me suis aperçue qu'en fonction de la connaissance, et donc on voit qu'il y a aussi de l'IA dedans, hein, de la connaissance des intervenants, on leur donne de plus en plus de degrés de liberté pour échanger des montants de plus en plus importants. Donc il y a une progression dans les volumes monétaires qui peuvent être échangés entre le SWIFT et le non-SWIFT. Si vous commencez, c'est juste pour des petits montants parce que la plateforme doit apprendre à connaître l'intervenant. Et ensuite, vous pouvez développer des montants beaucoup plus importants. Alors,
c'est un point quand même intéressant. Jusqu'à quel niveau de montant, en une fois, vous pouvez faire des échanges? Alors, à l'heure actuelle, dans ce que j'ai regardé d'un point de vue fonctionnel des clients domestiques, vous pouvez faire jusqu'à à chaque fois 15 000 euros, ce qui est déjà pas négligeable. Mais on voit bien que pour payer des producteurs, etc., ça serait un petit peu limité. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que à cette étape, il y a la possibilité de répéter la transaction dans une période de temps donnée, ou est-ce qu'il y a l'inscription sur des registres particuliers d'entreprises qui vont pouvoir faire de la négociation sur des gros volumes? La question se pose, mais d'une certaine manière, j'ai l'impression que ce genre de plateforme a la volonté, enfin, de créer des habitudes. Il faut que les gens prennent d'habitude, et ensuite, je crois que ce qui viendra automatiquement alors je ne vais pas utiliser le terme à la rescousse, mais en soutien à ces modes de paiement, ça va être vraiment la plateforme des BRICS. Parce que là, c'est vraiment à l'échelle du grand commerce que ça va avoir lieu. Donc, si vous voulez, tout ça, pour moi, prépare l'étape suivante des relations de paiement entre les BRICS et leurs partenaires, avec les outils qui vont être proposés. C'est une sorte de début de mise en fonctionnement pour habituer les gens. Comme je l'ai souligné, je crois que dans les systèmes de paiement, l'important, c'est le travail sur les mentalités. Et les sanctions voulaient heurter les mentalités et briser les relations. Et là, je crois que ces fonctionnements pratiques, pragmatiques qui se sont mis en place, c'est pour justement contrarier cette volonté de casser. Malgré tout, la mentalité du monde est de maintenir cette fluidité. Voilà. Alors, est-ce que j'ai une vision trop positive des choses? Peut-être, mais malgré tout, c'est quand même un espoir. Merci beaucoup, Hélène. Je vois la main de Jacques. Jacques, vous voulez faire un commentaire? Oui, merci beaucoup. Oui, je voudrais revenir un petit peu sur les systèmes alternatifs à SWIFT qui existent déjà. Bon, on a le système qui s'appelle International ACH Transfer et qui est d'ailleurs utilisé bien au-delà des comptes individuels, qui est utilisé pour le règlement de transactions. On a aussi un système qui fonctionne au sein de l'Union européenne qui s'appelle le Single Euro Payment Area et qui est, lui, un réseau bancaire international qui, d'une certaine manière, a repris une partie des fonctions de SWIFT, justement du fait des critiques qui ont été faites à SWIFT. Si on regarde pour les pays émergents, l'Inde et Singapour, alors ils n'ont pas donné de nom à ce système, mais ils ont unifié leurs systèmes de paiement nationaux, UPI pour l'Inde et PayNow pour Singapour, justement pour permettre des transactions sécurisées et beaucoup plus rapides entre les deux pays. Donc, je pense qu'en réalité, la domination de SWIFT est beaucoup plus entamée que ce que l'on pourrait penser. Alors après, ce que je voudrais dire, c'est que, et là je suis peut-être un petit peu en désaccord avec Hélène, le problème ne me semble pas être simplement un problème de mentalité. Alors, que ce problème de mentalité existe, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord, mais je pense que ce n'est pas le seul. La création de ce type de système implique un investissement institutionnel relativement important. Or, évidemment, il y a un problème de coût.
Et pour l'instant, très probablement, le fait de continuer à utiliser SWIFT apparaît comme plus économique en dépit de tous les défauts que SWIFT présente, hein, que ce soit des défauts techniques, des défauts économiques, des défauts politiques, bien entendu. Le fait d'utiliser SWIFT a pour l'instant un coût moindre que le fait de se lancer dans un investissement institutionnel important pour remplacer SWIFT. Ce qui pourrait changer, c'est une situation qui pourrait changer, évidemment, si un groupe de pays, les BRICS, peut-être avec d'autres pays, se mettaient d'accord pour partager les coûts institutionnels de création d'une nouvelle plateforme. Donc, c'est ça qui me semble être un petit peu l'avenir. Et tous les systèmes alternatifs dont j'ai parlé, eh bien, d'une certaine manière, ce qui limite encore leur extension, ce sont des problèmes de coût. Voilà. En fait, c'est une question de coût de transaction, quoi, de mise en place institutionnelle. Et effectivement, au bout d'un moment, on peut arriver à dépasser ces coûts de transaction en minimisant, peut-être avec l'intelligence artificielle, l'investissement initial pour changer de système. C'est à mon sens l'enjeu que cherche l'enjeu des négociations dans les BRICS, c'est comment mettre en place au moindre coût les nouveaux systèmes et les imposer par effet de seuil. On sait très bien que à un moment donné, quand il y a une nouveauté par les mécanismes, disons à la Arthur, au bout d'un certain moment, il y a une adoption qui est plus large parce qu'on a dépassé un certain seuil d'utilisateurs, quoi. Donc il y a aussi ces phénomènes de non linéaires dans l'adoption des mécanismes, des nouveaux mécanismes monétaires et financiers. Donc je pense qu'on est au cœur de tout ce qu'on connaît dans la théorie de la monnaie et de la finance. On a beaucoup de chance d'assister à tout ça à l'heure actuelle, quoi. Merci beaucoup, Hélène. J'ai une question très courte, si je me permets. L'idée est très claire et intuitivement, dans cette époque d'incertitude, bien évidemment qu'on a beaucoup de transactions grises et on voit beaucoup les finances en nombre. Et quand on voit ces systèmes alternatifs, le business essaie de garder l'anonymité et cela n'est pas bien regardé par le gouvernement et les banques centrales. Combien pensez-vous cela peut durer? Est-ce que c'est moyen terme, 5 ans ou plus vite? Si vous avez une question rapide, parce que très souvent on dit que l'intuition féminine est plus efficace que le modèle mathématique. Merci. Merci pour cette question auquel je n'étais pas habituée ou à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai quand même l'impression que oui, ce moment de flou, d'incertitude permet toutes sortes d'évasions qu'on peut imaginer. En même temps, ça dénote aussi peut-être des excès et des craintes par rapport à des volontés de surveillance. Vous voyez, je le vis surtout en Occident à l'heure actuelle. La pression sur on va vous couper l'information, on va vous couper la parole. Enfin, je pense que c'est de nature, c'est présenté de façon excessive par les médias parce que dans le fond, il n'y a pas tellement tant de moyens que ça. Mais ce qui, à mon sens, accélère l'utilisation grise peut-être de ces plateformes, c'est justement tout ce discours qui effraie et qui fait peur. Donc, si jamais ce discours arrivait à se calmer, je pense qu'on pourra avoir une utilisation plus ouverte et plus transparente de ces nouvelles plateformes une fois que les choses seront mises en place. Alors, je ne suis pas devin ni Madame Soleil pour savoir combien ça prendra de temps.
mais je crois que on aura peut-être une réponse en termes de géopolitique. Je crois qu'il faut que certains gouvernements européens se calment sur l'agressivité vis-à-vis de leur volonté de maîtriser l'information et la désinformation. Mais peut-être ils finiront par se calmer. Voilà. Le signal, ça sera ça. Si on a des changements, alors on peut dire des changements des régimes occidentaux rapides, voilà. Regardez en Géorgie, ça a été possible. Voilà, donc je l'espère ailleurs. Merci, oui. Vous m'avez donné la réponse. Chers collègues, on va passer à la présentation suivante. Et je pense que je déjà vois Tibor Laranjois. Ah, pardon. Monsieur Afanassiev, vous avez une question? Oui, si je peux. Oui, très rapidement. Oui, donc je suis d'accord avec les idées de cette présentation. Hélène, mais ce qui est en train de passer aujourd'hui, quand on avait notre délégation avec le Premier ministre Mishustin à Vietnam et après on avait une délégation en Iran, là, Costin a dit que SWIFT doit être tué. Bon, il l'a dit en bon terme, mais en fait, l'alternative, ce sont les systèmes de paiement avec deux côtés ou bilatéral. Parce que maintenant, on a les systèmes avec leurs propres mécanismes. Et oui, on voit que le coût de transaction est assez haut, mais est-ce que ces systèmes de paiement peuvent être rentables quand on crée le système universel?